Sur une vue abdominale, crâniale, de la cavité pelvienne, dont voici la face ventrale et le côté latéral gauche, on y retrouve le cadre osseux qui est formé par le détroit supérieur, avec le pubis en avant, avec les os iliaques sur le côté et le sacrum en arrière. Les limites osseuses sont esquissées avec la tubérosité sciatique, la grande et la petite échancrure sciatique, avec le profil du sacrum et les trous sacrés antérieurs, et à l'aplomb de la branche ischio-pubienne, de chaque côté, les foramen obturés. La paroi de l'abdomen va être complétée par la ligne de l'arcade fémorale, au-dessus de laquelle va se profiler l'orifice profond du canal inguinal, et les parois musculaires du pelvis sont esquissées sous la forme du muscle obturateur interne, du muscle pyramidal, qui vont sortir par la grande et par la petite échancrure sciatique. Dans cette cavité pelvienne ainsi délimitée vont siéger trois loges viscérales, dont la première, la plus ventrale, est la loge urinaire constituée par la vessie. Et sur notre dessin, nous mettrons sur la moitié gauche les éléments viscéraux, vasculaires et nerveux en place, en nous réservant sur la moitié droite la drapée du ligament large. La vessie vers le haut et vers l'avant se prolonge par l'ouraque et elle va être en rapport en arrière avec l'utérus qui est en antéflexion, en légère latéroversion droite et en antéversion couché sur la face supérieure de la vessie. L'utérus, arrivé à l'isthme utérin, va alors venir s'emmancher dans la chaussette vaginale, dont le cul-de-sac vaginal postérieur va remonter beaucoup plus haut que le cul-de-sac vaginal antérieur. Et puis enfin, vers l'arrière, les loges pelviennes vont être complétées par la loge digestive sous la forme de l'ampoule rectale qui plonge vers le bas en direction de la jonction recto-anale. Les vaisseaux iliaques, sous la forme de l'artère iliaque primitive à gauche, qui va donner plus bas l'artère iliaque externe, puis l'artère iliaque interne, sous la forme à droite des artères iliaques internes et iliaques externes, qui sont plus précocement divisées sur ce schéma, vont être en rapport avec l'urètère. L'urètère lombal qui va descendre, qui va s'infléchir à l'aplomb de la flexura marginalis de Schwalbe et qui va alors se diriger vers la face postérieure de la vessie en surcroisant à gauche l'artère iliaque primitive, en surcroisant à droite l'artère iliaque interne et l'artère iliaque externe. Et l'urètère va être un conduit très important dans la structuration du fameux ligament du col de l'utérus, du fameux ligament de McEnroe, de cet aileron latéral de Delbey. L'utérus va être rattaché par un certain nombre de structures ligamentaires et tout d'abord vers l'avant par les ligaments ronds. Ceux-ci vont prendre naissance à l'aplomb de l'angle utérin et se diriger vers l'orifice profond du canal inguinal. Il s'agit là du reliquat du gubernaculum gonadique, la gonade étant restée en situation pelvienne chez la femme. La deuxième structure très importante pour les moyens de sustentation de l'utérus va être constituée par la trompe. La trompe avec son segment rétréci, avec son isthme de Barkov, avec sa portion dilatée qu'est l'ampoule de Henle, avec ici la portion frangée qu'est le pavillon de la trompe qui va nous mener à l'ovaire. Et nous allons ici représenter l'ovaire dans la fossette ovarienne de Krause chez une femme nullipare en situation pré-urétérale. Chez la femme multipare, l'ovaire va plonger ici en situation pararectale dans la fossette postérieure de Claudius qui est rétro-urétérale. La trompe,
donc avec son isthme de Barkov, son ampoule et sa frange, est ici simulé de l'autre côté avec l'ovaire et la ligne hilaire de l'ovaire. Et l'ovaire va maintenant être rattaché à la corde utérine par le ligament propre de l'ovaire, par le ligament utéro-ovarien, qui est la portion proximale de ce fameux gubernaculum gonadique, de ce qui va constituer plus haut le ligament lombo-ovarien ou ligament suspenseur de la gonade, qui est descendu ici, accompagné par les vaisseaux lombo-ovariens, par les vaisseaux d'origine aortique à l'aplomb de L2, l'artère et les plexus veineux satellites. L'artère hypogastrique va tout d'abord ici à gauche abandonner des vaisseaux pariétaux que nous ne faisons qu'esquisser, les artères fessières, les artères sacrées latérales, les artères obturatrices, va abandonner l'artère ombilicale, mais va surtout abandonner maintenant l'artère hémorroïdale moyenne, qui est d'ailleurs peu importante, mais l'artère vaginale longue, celle dont les plaies vont saigner la rage dans les plaies du vagin, l'artère vaginale longue qui va jouxter ici le départ de l'artère utérine. L'artère utérine va en effet effectuer sa crosse à environ 1,5 cm du bord latéral du cul-de-sac vaginal et va passer au-dessus de l'urètère, abandonnant autour de l'urètère le rameau cervico-vaginal, avant que de remonter avec son trajet héliciforme le long de la face latérale de l'utérus pour abandonner près de la corne utérine l'artère du ligament rond, pour abandonner l'artère tubaire interne, pour abandonner l'artère ovarienne, le rameau ovarien interne, qui vont rejoindre le contingent externe. Nous allons, de l'autre côté, esquisser ces éléments qui sont à peine effleurés, car ils vont dans un instant être cachés par le repli péritonéal. Il nous faut, bien sûr, sans compliquer le schéma, mentionner les éléments veineux, car les plexus veineux sont extrêmement riches. Ils vont sur les faces latérales de l'utérus constituer les plexus pampiniformes. Ils vont expliquer la fréquence des phlébites pelviennes après la chirurgie pelvienne chez la femme. Ils vont donner toute l'épaisseur de cette fameuse lame hypogastrique sur laquelle nous allons arriver. Quand j'aurai encore mis en place maintenant les éléments végétatifs. De chaque côté, la chaîne orthosympathique latérovertébrale sacrée va, avec les nerfs hypogastriques, venir envoyer le long de l'urètère les filets qui vont entrer dans la constitution du plexus hypogastrique inférieur de Ovelac, qui vont venir tisser ici, embrocher sur l'urètère, une lame qui fait 4 à 5 cm de long, qui est le ganglion de Lee et Frankenhauser, qui reçoit à partir des racines sacrées S2, S3 et S4, de chaque côté bien sûr, les nerfs érecteurs Descartes, qui constituent l'apport parasympathique à cette lame végétative qui va après abandonner pour la loge urinaire, pour la loge utérine, pour la loge vaginale et pour la loge rectale les filets nerveux. Il faut enfin mentionner tout le long de ces éléments trophiques les très nombreux ganglions lymphatiques qui vont truffer aussi le paramètre de Winslow et qui vont être des constituants importants de cette lame qui va être tendue de l'avant vers l'arrière, qu'on appelle encore le ligament pubo-sacré, qu'on appelle encore la lame hypogastrique, et qui va se feutrer, s'épaissir au contact du col pour former le ligament, le pseudo-ligament utéro-sacré, pour former le ligament du col de Delbet, comme certains ont voulu l'appeler. Eh bien, je vais vous représenter sur la moitié droite du schéma la disposition du péritoine viscéral, du péritoine pariétal, qui va ici maintenant recouvrir dans ce drapé qui est jeté classiquement comme un linge mouillé sur une corde à linge et qui va nous cacher toutes les formations qui soulèvent ce péritoine pariétal et qui vont donner naissance aux ailerons du ligament large. Car parmi les ligaments qui vont assurer la stabilité de l'utérus, il y a cette adhérence, ce repli péritonéal du péritoine pariétal pelvien à la limite inférieure de la cavité abdominale, celui que l'on aperçoit lorsque l'on pratique une cœlioscopie, une laparoscopie. Le premier élément qui va apparaître là vers l'avant et que nous allons appeler petit a, c'est la fossette
vésicale de Valdeyer. Elle est sur le dedans, soulevée par le départ de l'ouraque. Elle est vers le dehors, soulevée par le passage du ligament rond qui se dirige vers l'orifice profond du canal inguinal. La deuxième fossette va maintenant être la fossette prétubaire, que nous allons appeler petit b, entre l'aileron antérieur 1 du ligament large et maintenant l'aileron supérieur 2 de ce même ligament large qu'est le mésosalpinx, qu'est la réflexion du péritoine pariétal sur la trompe utérine qui est en train de gagner latéralement la portion dilatée. En effet, nous allons maintenant mettre en place ce mésosalpinx qui, vers le dehors, va nous mener à l'ovaire avec la ligne de phare qui est la zone de réflexion du péritoine pariétal autour du hile de l'ovaire, car l'ovaire, dans sa fossette ovarienne, ici de Krause, se trouve en péritoine libre. Et nous avons ainsi, par rapport au péritoine pariétal, ce soulèvement du deuxième aileron supérieur de ce ligament large, dont maintenant nous allons esquisser le troisième aileron qui est soulevé, si vous le comparez avec le côté latéral gauche, par le ligament propre de l'ovaire, par le ligament utéro-ovarien. Il s'agit là de la fossette petit c, rétrotubaire, avec petit 3, l'aileron postérieur du ligament large. Le bord latéral de l'utérus, qui est ici recouvert par ce péritoine pariétal, va mener maintenant au paracolpos, avec une fossette qui va, ici, la fossette petit d, être la fossette paravaginale, le paracolpos, qui latéralement correspond à la fossette ovarique. Et puis, nous voyons maintenant, numéro 4, ce soulèvement du pseudo-ligament utérosacré, de ce feutrage du péritoine pariétal par en dessous le passage des éléments végétatifs, des éléments vasculaires, artériels, veineux, lymphatiques, et bien sûr que lorsque l'on fait une coupe histologique, on va trouver dans l'épaisseur de cette structure conjonctive des fibres musculaires, trouver des fibres musculaires lisses, quelques fibres élastiques, mais il n'y a embryologiquement aucune raison pour que l'utérus fût rattaché au sacrum, pas plus que la vessie ou que le rectum, et ce nom de ligament latéral de McEnroe, ligament cervical de Delbey, est en fait la traduction de cet épaississement du fascia sous-péritonéal, avec maintenant ombré en arrière la fossette rétrorectale, et nous sommes ici sur la partie latérale avec la fossette petite e, qui est la fossette du latérocolpos, voire vers l'arrière petit f, la fossette de ce que certains chirurgiens appellent maintenant le mésorectum, qui est la face latérale, le pararectum en arrière. Eh bien, pour bien représenter ces rapports de l'utérus avec ses moyens de fixité, je vais mettre en place une première coupe frontale, grand A, qui va passer par la loge urinaire, par la loge antérieure. Sur cette première coupe, nous allons retrouver l'aile iliaque interne, puis la branche iliopubienne avec à l'extérieur la cavité cotyloïde, la portion crâniale de la coupe est dans ce plan et la face latérale est à ce niveau. Voici le foramen obturé et après un bref rappel, les éléments pariétaux qui avaient été évoqués tout à l'heure dans le plan du muscle iliopsoas du côté abdominal, le muscle obturateur interne, l'ensemble étant recouvert par le fascia iliaca et la ponévrose de l'obturateur interne. Nous sommes bien sûr dans la cavité abdominale à l'aplomb des vaisseaux iliaques externes, artères et veines iliaques externes, avec, pour rappel, la présence des éléments nerveux que seront le nerf fémoral, le nerf génito-fémoral et plus bas le nerf obturateur qui va bientôt sortir par le foramen sous-obturé. Le nerf obturateur est accompagné là par l'artère obturatrice qui est une branche de l'hypogastrique et sur cette coupe nous sommes dans la cavité pelvienne. Nous allons retrouver tout d'abord la vessie triangulaire à la coupe avec le sphincter vésical, avec la jonction vésico-urétrale et l'abouchement périnéal superficiel vers les formations labiales vulvaires qui ne nous intéressent pas ici. Bien sûr, ces éléments sont en rapport avec le diaphragme
pelvien constitué par le volumineux muscle levator ani, par la sangle des releveurs qui soulève ici l'arcade interne de l'obturateur interne et qui va être recouvert par son aponévrose de recouvrement. À la face profonde de la vessie, voici l'orifice en bec de flûte de l'abouchement des uretères qui arrivent de chaque côté de l'arrière. Sur cette coupe, donc, ce que nous allons trouver, c'est le fond utérin. Le fond utérin qui est posé sur la face supérieure de la vessie, que voici représenté en coupe avec la cavité utérine, et le départ ici vers l'avant du ligament rond, tout près de la corde utérine, ainsi que l'esquisse du départ vers le haut et vers l'arrière de la trompe. Sur les faces latérales de la vessie, voici le passage de l'artère ombilico-vésicale, et nous allons maintenant expliquer comment le péritoine pariétal va descendre ici pour plonger, pour constituer le cul-de-sac latéro-vésical, puis venir recouvrir et glisser sous la face caudale de l'utérus, recouvrir l'utérus dans son deuxième feuillet et commencer à esquisser le drapé du péritoine pariétal qui constitue le ligament large. Nous sommes ici à l'aplomb de ces croix dans la grande cavité péritonéale. Nous sommes ici sur le côté de la vessie à l'aplomb de la fossette paravésicale et voici ce feutrage de la lame hypogastrique qui revient sur l'aponévrose du muscle releveur interne qui va constituer le fascia pelvis et qui délimite ainsi l'espace périvésical par rapport à l'espace paravésical. Les ligaments de l'utérus dans ce plan sont donc représentés par le ligament rond et par le départ de la trompe ainsi que par le repli supérieur du ligament large. Cette coupe grand A qui passe par la partie la plus ventrale de la vue abdominale va maintenant être complétée par une deuxième coupe frontale, elle aussi, grand B, qui va passer plus en arrière à l'aplomb du col de l'utérus, à l'aplomb du vagin. Sur cette coupe, avec toujours la même orientation, nous allons retrouver l'aile iliaque interne, nous allons retrouver à l'extérieur la cavité cotyloïde, comme précédemment, nous allons retrouver la branche ischio-pubienne avec les éléments musculaires pariétaux, la membrane obturatrice, le muscle iliopsoas et le muscle obturateur interne, l'ensemble recouvert par le fascia iliaca avec toujours les mêmes rapports nerveux que je rappelle le fémoral, le génitofémoral et le nerf obturateur. Nous sommes dans la cavité abdominale, au-dessus, avec l'artère iliaque externe et sa veine satellite. Nous sommes en dessous du détroit supérieur par rapport à la ligne médiane dans la cavité pelvienne. Et la coupe va maintenant intéresser le vagin qui est sectionné dans son grand axe avec la jonction du vestibule vaginal, la jonction vers la vulve et vers le bas, ce qui ne nous intéresse pas ici, les formations labiales superficielles périnéales. Bien sûr, comme tout à l'heure, nous retrouvons la sangle des releveurs de l'anus, le plancher pelvien, le véritable plancher qui va assurer la statique pelvienne, qui vient s'implanter sur l'aponévrose de l'obturateur interne et qui est recouvert par sa propre aponévrose. La coupe va donc nous permettre de retrouver ici le col de l'utérus. Le col se trouve avec cet aspect en museau de tanche, donc voici l'orifice superficiel avec les cul-de-sac latéraux, dans le fond de la cavité vaginale où l'on retrouve la striation longitudinale de l'arbre de Phi et la striation transversale en palais de chien de la face postérieure de l'étui vaginal. Sur cette coupe, nous allons mettre en place ici latéralement à 1,5 cm du cul-de-sac latéro-vaginal l'uretère. L'uretère pelvien qui est en train de gagner plus en avant la face postérieure de la vessie dans laquelle il va s'aboucher comme nous l'avons montré tout à l'heure, l'uretère qui va être en rapport d'abord vasculaire artériel avec l'artère utérine. L'artère utérine qui va dessiner sa crosse de l'utérine. Au toucher vaginal, on sent battre l'artère utérine sur ce cul-de-sac latéral qui va abandonner ici son rameau cervico-vaginal. Et puis l'artère utérine va être accompagnée par l'artère vaginale longue qui va glisser sur les faces latérales du vagin, qui est constante et qui est importante. Elle va également être accompagnée bien sûr par les éléments veineux qui vont drainer le plexus
pampiniformes latéraux utérins va être accompagnée par les éléments lymphatiques, comme nous l'avions signalé tout à l'heure. Elle va surtout maintenant être accompagnée par ce qui est embroché comme ce filet végétatif, le fameux ganglion de Lee et Frankenhauser. Et la coupe, vous le voyez sur ce plan de la vue crâniale, va nous permettre d'esquisser là, juste en arrière, l'ovaire qui apparaît en arrière du plan de coupe et qui nous permet maintenant de disposer le péritoine. Le péritoine pariétal qui va plonger ici sur le côté, qui va revenir à l'aplomb de la ligne de phare, puis qui va ensuite recouvrir les vaisseaux iliaques externes. Nous sommes ici dans la grande cavité péritonéale, la fossette ovarique qui apparaît au-dessus, et voilà tout ce feutrage ici qui va se densifier au contact de ce paracolpos. Nous étions dans la paravessie qui va délimiter la loge périvaginale par rapport à l'espace paravaginal qui est là. Voici le feutrage de ce que l'on a appelé encore le ligament cervical qui vient autour du col de l'utérus et dans lequel certains ont voulu voir une structure de suspension par rapport au sacrum. Eh bien, cette seconde coupe, grand B frontale, va maintenant nous amener, pour bien expliquer la face latérale de l'utérus, à une troisième et dernière coupe, qui est la coupe grand C, celle-là sagittale, paramédiane droite, dont voici la portion crâniale et la face ventrale, cette dernière marquée par la paroi abdominale antérieure avec la section de la branche iliopubienne, avec l'esquisse de la section de la paroi de l'abdomen, l'orifice profond du canal inguinal, et ici, se dirigeant vers l'avant pour pénétrer l'orifice profond du canal inguinal, le ligament rond de l'utérus. La deuxième structure que l'on va retrouver, bien sûr, c'est la trompe utérine. La trompe, qui est dans ce plan, qui va constituer l'aileron supérieur du ligament large. Et puis la troisième structure que l'on retrouve maintenant vers l'arrière, c'est le ligament utéro-ovarien, le ligament propre de l'ovaire, qui joint l'isthme de l'ovaire à l'angle de l'utérus, du corps de l'utérus. Enfin, vers l'arrière, nous allons pouvoir expliquer maintenant l'arrivée esquissée dans ce plan de l'urétère pelvien qui est en train de gagner la face postérieure de la vessie. On y retrouve bien sûr les éléments trophiques qui avaient été mentionnés tout à l'heure, l'artère du ligament rond, l'artère tubaire interne, l'artère ovarienne d'origine utérine avec leur pédicule veineux, et on y retrouve maintenant autour de l'utérine, autour de l'urétère, la crosse de l'artère utérine, le départ du rameau cervico-vaginal, l'arrivée ici de l'artère vaginale longue, bien sûr tout ceci accompagné des plexus veineux très richement anastomotiques qui sont sur les faces latérales de l'utérus, qui vont constituer le plexus pampiniforme, et puis bien sûr les éléments végétatifs, les éléments qui sont ici réunis, éléments à la fois orthosympathiques, venus du nerf hypogastrique supérieur de Haut-Velac, venus de la chaîne hypogastrique pelvienne, éléments parasympathiques qui sont venus du nerf érecteur Descartes par les racines S3, S2 et S4, et qui tissent donc ce feutrage qui est embroché sur l'urétère. C'est autour de tout cela, dans ce tissu conjonctif également, qu'il nous faut rappeler aussi la richesse de ce que Winslow avait appelé le paramétrium, avec les ganglions lymphatiques dans lesquels vont se faire les métastases des affections tumorales, dans lesquels vont se faire les métastases, les adénopathies des infections pelviennes. Et pour terminer, donc, nous pouvons maintenant montrer le trajet du péritoine pariétal. Le péritoine qui va se réfléchir ici en avant pour constituer, premièrement, l'aileron antérieur du ligament large, aileron qui va nous permettre d'ombrer là en avant la fossette, la première fossette du ligament large que nous avions appelée sur la vue crâniale la fossette petit a. Puis le péritoine pariétal va se redresser maintenant pour constituer le mésosalpinx autour de la trompe utérine, pour venir constituer l'aileron supérieur, l'aileron numéro 2 de ce même ligament large, avec la fossette
tubaire, la fossette petit b, comme nous l'avions montré tout à l'heure, et ici en arrière maintenant, la fossette petit c, la fossette rétrotubaire. Le péritoine pariétal va maintenant être soulevé comme un linge mouillé qui aurait été jeté sur une corde à linge, c'est comme ça que traditionnellement on le décrit, par le troisième aileron, l'aileron postérieur du ligament large, qui n'est autre que le ligament propre de l'ovaire, que le ligament utéro-ovarien. Puis le péritoine pariétal va être soulevé maintenant vers l'arrière par le quatrième aileron, qui est la densification de ce ligament utéro-sacré, avec ici vers l'arrière la fossette que nous avions appelée petit d, la fossette du paracolpos, et plus en arrière la fossette que nous avions appelée petite e, voire petit f plus en arrière, qui est constituée par la fossette du mésorectum. C'est là-dedans donc que va se trouver ce paramètre de Winslow, ce paracospos et tout ce feutrage conjonctif qui va amarrer et fixer en partie l'utérus qui est, je le répète, maintenu en place par cette adhérence avec le ligament large. Eh bien, voilà ce que tout pathologiste, qu'il soit médecin, qu'il soit chirurgien, qu'il soit gynéco-obstétricien, et à plus forte raison qu'il soit radiologue, devrait connaître s'il s'intéresse au ligament de l'utérus.